C'est le scandale sanitaire de ce début du XXIe siècle sur lequel espère agir le député écologiste Nicolas Thierry avec sa proposition de loi visant à interdire d'ici 2026 les PFAS, aussi appelés polluants éternels, dans certains produits du quotidien. Un vote final est prévu à l'Assemblée nationale ce jeudi. Mais alors pourquoi ces substances posent-elles problème et cette loi a-t-elle une chance d'être adoptée? Salut, c'est Valentine. Aujourd'hui, exceptionnellement, Hugo n'est pas là, donc on prend le relais avec l'équipe. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la proposition de loi qui va être votée ce jeudi, reprenons les bases. C'est quoi les PFAS? Les PFAS, ce sont des substances chimiques toxiques qui ont été développées dans les années 1940 pour leur résistance à l'eau et à la chaleur. Aujourd'hui, on les retrouve dans de nombreux objets du quotidien comme les poêles anti-adhésives, les emballages alimentaires, les cosmétiques, les textiles imperméables ou les implants médicaux par exemple. S'ils sont autant utilisés, c'est parce qu'ils possèdent des propriétés uniques, notamment une résistance extrême. Mais c'est précisément cette caractéristique qui pose problème. Non seulement ils sont ultra résistants, mais ils sont aussi toxiques. Et une fois relâchés dans l'environnement, ils se dispersent sur de longues distances via l'eau, l'air et les sols. Le truc, c'est qu'ils sont quasiment indestructibles car très peu dégradables. C'est pour cette raison qu'on les appelle les polluants éternels. Et en plus de polluer durablement l'environnement, ils s'accumulent dans l'organisme humain sans pouvoir être éliminés. Mais concrètement, quel est leur impact sur notre santé et sur l'environnement? Je le disais, dans la nature, les PFAS se retrouvent partout, dans l'air, les rivières, les sols, mais aussi la chaîne alimentaire, notamment dans les crustacés, les mollusques et les fruits et légumes que nous consommons. Concernant la santé humaine, des études ont montré que leur accumulation dans l'organisme pouvait avoir de nombreuses conséquences, comme un affaiblissement du système immunitaire, une diminution de la réponse aux vaccins, une augmentation des risques de cancer, de diabète, d'obésité, une baisse de la fertilité ou encore des troubles de croissance. Alors face à ça, le député écologiste Nicolas Thierry a déposé une proposition de loi visant à interdire l'utilisation de certains PFAS dans les produits de consommation courante. Ce texte sera soumis à un vote final à l'Assemblée nationale ce jeudi. Mais alors, que prévoit-il? Concrètement, il prévoit d'interdire d'ici 2026 la fabrication, l'importation, l'exportation et la vente de certains produits du quotidien contenant des PFAS, comme les produits d'habillement, les cosmétiques, les fartes de ski, donc une substance appliquée sous les skis, ou les snowboards pour améliorer leur glisse sur la neige, les tenues et chaussures conçues pour la protection et la sécurité des personnes, comme les équipements de pompiers par exemple, ne seront pas concernés par cette interdiction car ils sont très durs à remplacer. Ce lundi, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré aux Parisiens que le gouvernement soutiendrait ce texte ce jeudi, qui a donc des chances d'être définitivement adopté. À noter que la proposition de loi initiale prévoyait d'inclure les ustensiles de cuisine et notamment les poêles adhésives parmi les produits interdits. Mais ils ne seront finalement pas concernés par cette interdiction. Le groupe SEB, qui détient notamment la marque Tefal qui utilise des PFAS pour produire des poêles anti-adhésives, ayant réussi à obtenir leur retrait du texte présenté. En dehors des interdictions de fabrication, d'importation et de vente de certains produits du quotidien contenant des PFAS, la proposition de loi prévoit aussi de rendre obligatoire le contrôle des PFAS dans l'eau potable en France. Si la loi est votée, les agences régionales de santé seront aussi obligées de communiquer les résultats de leurs analyses de l'eau une fois par an et de les rendre accessibles pour les citoyens. À noter qu'à partir du 1er janvier 2026, l'UE va imposer aux États membres de rechercher et mesurer la présence de 20 PFAS lors des contrôles de l'eau potable. L'objectif est donc de protéger la qualité de l'eau potable en limitant l'exposition à ces substances. Enfin, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a indiqué que pour financer la dépollution de l'eau, une nouvelle taxe sur les PFAS allait être mise en place. Elle servira à payer les systèmes de filtration pour purifier l'eau potable. Cette taxe ne concernera pas les particuliers, mais les industriels qui devront payer en fonction de la quantité de PFAS qu'ils rejettent, selon le principe du pollueur-payeur. Le prix de l'eau du robinet ne devrait donc pas être affecté pour les particuliers. En tout cas, si elle est adoptée, cette loi fera de la France l'un des pays les plus ambitieux en matière de réglementation des PFAS. On vous tiendra au courant, je vous laisse avec Lisa pour les actualités en bref. Merci Valentine et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La Russie serait prête à s'engager dans un processus sérieux pour mettre fin à la guerre en Ukraine, près de 3 ans après l'invasion russe, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cette déclaration fait suite à la réunion entre de hauts dirigeants russes et américains de ce mardi, à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. On en a parlé hier, cette réunion était particulièrement importante parce qu'elle est dans la continuité du rapprochement récent entre les États-Unis et la Russie. Elle s'est faite en l'absence des Européens et de l'Ukraine, ce qui a suscité des craintes quant à leur place dans les négociations. Concrètement, Marco Rubio a déclaré que les négociations devront permettre une fin permanente à la guerre, en ajoutant qu'il devra y avoir une discussion
discussions sur les garanties de sécurité ainsi que sur les territoires. Ça concernera notamment les territoires à l'est de l'Ukraine, occupés aujourd'hui par l'armée russe, représentant environ 20% du territoire ukrainien et principal point de blocage pour d'éventuelles négociations. Les États-Unis et la Russie ont également convenu de désigner des équipes de haut niveau qui seront notamment chargées de commencer à travailler sur une issue du conflit en Ukraine dès que possible, selon le département d'État américain. Deuxième actu, 4 corps sans vie d'otages israéliens seront remis à Israël ce jeudi, a annoncé le Hamas. C'est la première fois depuis le début du cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier que des dépouilles seront rendues. Selon le Hamas, il s'agit notamment des corps de Shiri Bibas et de ses 2 enfants, enlevés le 7 octobre 2023 alors qu'ils avaient 4 ans et 8 mois. De son côté, Israël n'a pas confirmé la mort de la famille Bibas et a annoncé que les 4 corps remis par le Hamas seraient transférés à l'Institut médico-légal de Tel Aviv avant que les noms ne soient transmis aux familles. Ce samedi, le Hamas doit ensuite libérer 6 otages israéliens vivants dans le cadre de la première phase de trêve, en échange de plusieurs prisonniers palestiniens. Le franco-israélien Ohad Yahalomie ne figure pas dans la liste des otages devant être libérés ce samedi. Il s'agit de la dernière personne de nationalité française en captivité. Depuis le début de la trêve et avant les échanges à venir, 19 otages israéliens et 1134 détenus palestiniens ont été libérés. Troisième actu, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été inculpé ce mardi pour un projet présumé de coup d'État visant à empêcher le retour au pouvoir de son successeur Lula après l'élection présidentielle de 2022. Jair Bolsonaro, ancien dirigeant d'extrême droite resté au pouvoir de 2019 à 2022, est accusé, aux côtés de 33 autres suspects, d'avoir incité et exécuté des actes contraires à l'état de droit démocratique. Il est également soupçonné d'organisation criminelle armée. Les investigations auraient révélé que ce projet envisageait notamment la mort du président et du vice-président élus, ainsi que celle d'un juge de la Cour suprême. La Cour suprême doit désormais décider de l'ouverture ou non d'un procès. Si un procès est ouvert, Jair Bolsonaro risque une peine allant de 12 à 40 ans d'emprisonnement. Quatrième actu, l'ancien ministre et ex-président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui fait partie du camp d'Emmanuel Macron, devrait devenir le nouveau président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est chargé notamment de s'assurer que les lois votées par le Parlement respectent la Constitution. Il est composé de 9 membres, tous nommés pour 9 ans. Actuellement, le président est Laurent Fabius, mais son mandat se termine le 7 mars. C'est le président de la République qui désigne le président du Conseil constitutionnel. Il a donc choisi de proposer Richard Ferrand, dont il est proche. La candidature devait être validée par le Parlement, donc par les députés et les sénateurs, ce qui a été chose faite ce mercredi à 1 voix près. Le nom de Richard Ferrand a été très contesté, notamment à gauche et par certains élus à droite, qui critiquaient sa proximité avec Emmanuel Macron, les risques d'impartialité et sa non-expertise juridique. Le Rassemblement national s'est abstenu lors du vote du Parlement sur sa candidature, ce qui a suscité des réactions, notamment du côté de LFI, qui a qualifié le RN d'éternel allié de la Macronie. Cinquième actu, en France, 173 faits anti-musulmans ont été recensés en 2024 selon le ministère de l'Intérieur, soit une baisse de 29% par rapport à 2023. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a toutefois précisé que ce chiffre est sans doute en dessous de la réalité, puisqu'il ne se base que sur les victimes qui ont porté plainte. 52% de ces actes racistes contre les musulmans ont été des atteintes aux biens, comme des dégradations, et 48% des atteintes aux personnes, telles que des violences physiques ou des propos menaçants. Une plateforme de signalement des actes anti-musulmans devrait être lancée dans les prochains jours, a annoncé le ministre de l'Intérieur, pour répondre à ces actes. Sixième actu, 2/3 des étudiants bénéficiant de l'aide alimentaire sautent des repas chaque semaine. C'est ce qu'a révélé le deuxième baromètre de la précarité étudiante de la Fédération des associations générales étudiantes, qui est le premier syndicat étudiant. Pour établir ces chiffres, le syndicat s'est basé sur les bénéficiaires des Agorae, qui sont des épiceries sociales et solidaires. 30% d'entre eux ont déclaré souhaiter au moins 4 repas par semaine et au moins 71% d'entre eux recourent également à d'autres systèmes de distribution alimentaire en plus des Agorae. Le syndicat étudiant a souligné que de trop nombreux jeunes sont contraints parfois de choisir entre étudier et se nourrir. Le rapport précise que seulement 30% des bénéficiaires interrogés sont boursiers sur critères sociaux et 58% d'entre eux ne sont même pas éligibles. Le syndicat a déploré, je cite, l'inefficacité du système d'aide sociale. Merci Lisa pour ces actualités en bref. Et aujourd'hui, on vous propose un débat du jour. Le gouvernement en fait-il assez pour soutenir les étudiants en situation de précarité? N'hésitez pas à répondre par oui ou par non et à mettre vos arguments en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ces actualités. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.